3 agents de police encerclaient Antoine Dubois au bistrot de l'Aube. Leurs insignes étincelant sous les lumières fluorescentes. L'agent le plus âgé lui passa les menottes brusquement. Sous le regard médusé des clients. Personne n'intervint avant qu'Antoine ne chuchote au téléphone. Code d'autorisation Sierra Novembre 749. Connectez-moi au général Leclerc immédiatement. Tout changea. Avant de nous plonger dans cette incroyable histoire. Dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inédits d'individus extraordinaires qui ont lutté contre l'injustice. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'un profilage racial juste devant vous? Continuez à regarder pour voir comment un simple appel téléphonique a complètement transformé la dynamique de pouvoir dans ce bistrot et changé une communauté pour toujours. Antoine Dubois se réveilla précisément à 5h30 du matin, comme il l'avait fait chaque jour depuis 70 ans. Des habitudes militaires gravées dans le rythme de sa vie aussi profondément que les rides sur sa peau sombre et tannée. Le soleil du début février n'avait pas encore percé l'horizon alors que le vétéran décoré de 92 ans laissait pendre ses jambes hors du lit. Sentant la douleur familière dans ses articulations qui était devenue sa compagne constante ces dernières années. Sa modeste maison de 2 chambres dans le quartier des Tilleuls était silencieuse autour de lui. Le silence, un rappel de l'absence de Denise. 3 ans s'étaient écoulés depuis que le cancer avait emporté sa femme. Après 64 ans de mariage. Mais l'espace vide à ses côtés dans le lit ne semblait jamais rétrécir. Antoine attrapa sa robe de chambre suspendue au pied du lit. Un cadeau de Noël de Denise quelques mois seulement avant son diagnostic. La flanelle douce avait commencé à s'user au coude. Mais il refusait de la remplacer. Certains matins, il pouvait encore détecter la plus légère trace de son parfum de lavande. Bien qu'il soupçonnât que son esprit lui jouait des tours. La routine ne variait jamais. D'abord, il se traînait à la salle de bain, évitant son reflet dans le miroir jusqu'à ce qu'il se soit aspergé le visage d'eau froide et brossé les dents. Ensuite venait le rituel de rasage minutieux. Le rasoir droit glissant sur sa peau avec la précision d'un homme qui avait accompli cet acte plus de 27 000 fois dans sa vie. Ce n'est qu'après avoir été correctement toiletté qu'Antoine s'autorisait à regarder l'homme dans le miroir. Évaluant la version du jour de lui-même avec une minutie militaire. De retour dans la chambre, Antoine ouvrit la boîte en bois de cerisier posée sur sa commode. En extrayant délicatement la montre de poche en or de son grand-père. La montre avait appartenu à un homme né dans l'esclavage, qui avait vécu assez longtemps pour voter. Un précieux héritage familial qui reliait Antoine à une lignée de force et de persévérance. Il polissait la montre avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elle brille. Vérifiant qu'elle tenait l'heure parfaite avant de la placer dans sa poche. Vint ensuite l'inspection rituelle de ses médailles exposées dans un cadre vitré au mur. Antoine ne les portait jamais, pas même lors des commémorations du 11 novembre. Mais il nettoyait la vitrine chaque semaine. La croix de la valeur militaire. Des médailles de bronze. Des décorations pour blessures et diverses médailles de campagne racontaient une histoire que peu de gens dans sa vie connaissaient entièrement. Chaque matin, il se tenait devant elles en silence pendant exactement 1 minute, rendant hommage aux camarades tombés au combat et se souvenant de missions qui restaient classifiées même un demi-siècle plus tard. La préparation du café venait ensuite, fort et noir, comme il avait appris à le boire pendant la guerre. L'arôme riche remplissait sa petite cuisine tandis qu'Antoine se tenait près de la fenêtre. Regardant le quartier prendre vie lentement. Le quartier des Tilleuls avait changé de façon spectaculaire au cours de ses 53 années de résidence. Autrefois une communauté noire florissante, remplie de familles qui se connaissaient depuis des générations. Le quartier était maintenant en proie à une gentrification agressive. De nouvelles constructions dominaient les maisons d'origine. Les taxes foncières expulsaient les résidents de longue date et des visages inconnus passaient en courant devant sa fenêtre chaque matin. Habituellement, Antoine se préparait un petit déjeuner simple. Du pain grillé avec de la confiture ou de la bouillie d'avoine avec de la banane coupée en tranches. Mais aujourd'hui, une agitation inhabituelle l'agitait. Denise aurait immédiatement reconnu cette humeur. Les jours où le silence de la maison pesait trop lourdement sur ses épaules. Quand les fantômes de son passé semblaient envahir les petites pièces. Antoine avait besoin de contacts humains. Il décida plutôt de se rendre au bistrot de l'Aube, l'un des rares établissements d'origine encore en activité dans le quartier des Tilleuls. Où Mireille servait le café depuis près de 30 ans et savait exactement comment il aimait ses œufs. Antoine s'habilla avec soin, pantalon de toile pressé. Chemise bleue claire boutonnée et son cardigan marine. Il plaça la montre de son grand-père dans sa poche, s'assura d'avoir son portefeuille et sa carte d'ancien combattant, et attrapa son vieux téléphone à clapet, une relique technologique dont ses petits-enfants le taquinaient constamment. Il avait résisté à leur tentative de le moderniser avec un smartphone. Le téléphone à clapet répondait à ses besoins limités, et bien qu'il ne l'admette jamais, certains numéros programmés dans ce téléphone le connectaient à une vie passée scellée dans des documents classifiés. L'air du matin portait un froid vif alors qu'Antoine sortait sur son porche. Observant la rue devant lui, juste en face de son modeste bungalow se dressait une nouvelle maison de ville moderne. Tout en verre et aux angles vifs, complètement déphasée avec le quartier historique. Le jeune couple blanc qui avait emménagé il y a 3 mois ne s'était pas encore présenté.
bien qu'Antoine leur ait laissé un panier de bienvenue sur le pas de leur porte. 2 portes plus loin, la maison de Madame Durand, où Antoine et Denise avaient assisté à d'innombrables dîners au fil des décennies, abritait maintenant un café branché, facturant 6 € pour un café de base. Alors qu'Antoine parcourait les 4 pâtés de maison jusqu'au bistrot de l'Aube, il nota la présence accrue de voitures de police patrouillant lentement dans les rues. Leur apparition avait été multipliée à mesure que la démographie changeait, protégeant de nouveaux investissements plutôt que les résidents. Les agents reconnaissaient rarement les hochements de tête polis d'Antoine. Malgré son statut de l'un des plus anciens citoyens du quartier, une équipe de construction était déjà au travail, transformant l'ancien centre communautaire en condominium de luxe. Le rythme du marteau-piqueur résonnait dans le calme du matin. Antoine se souvint du temps où ses enfants avaient appris à nager dans ce bâtiment, où les réunions communautaires dirigeaient l'avenir du quartier entre ses murs. Maintenant, les décisions concernant le quartier des Tilleuls étaient prises dans des salles de conseil d'administration par des gens qui n'avaient jamais arpenté ces rues. Quand Antoine poussa la porte du bistrot de l'Aube, la clochette familière tinta au-dessus de sa tête, et l'odeur du bacon et du café l'enveloppa comme un vieil ami. Les banquettes en vinyle avaient connu des jours meilleurs. Leur surface rouge craquelait et rapiéçait par endroits. Mais l'endroit était impeccablement propre et servait toujours le meilleur petit déjeuner de la région. Mireille le repéra immédiatement, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère. À 67 ans, elle se déplaçait plus lentement que lorsqu'Antoine l'avait rencontrée pour la première fois. Mais son sourire restait inchangé. « Antoine Dubois, comme je vis et respire. Ça fait au moins 2 semaines que vous ne nous avez pas fait l'honneur de votre présence, » s'écria-t-elle, attrapant déjà une tasse de café d'une main tout en ajustant son filet à cheveux de l'autre. « Bonjour, Mireille, j'ai pensé me faire plaisir aujourd'hui, » répondit Antoine, s'installant dans sa banquette habituelle près de la fenêtre. Il scruta le bistrot, notant le mélange de clients. Un groupe d'ouvriers du bâtiment était penché sur des assiettes débordantes d'œufs et de pommes de terre rissolées. 2 jeunes femmes en tenue d'affaires tapaient sur des ordinateurs portables tout en picorant des salades de fruits. Et dans la banquette du coin, étaient assis 3 agents de police, 2 blancs et un hispanique, leurs yeux suivant Antoine alors qu'il entrait. Antoine hocha poliment la tête dans leur direction, ne recevant en retour que des regards impassibles. Il reconnut l'agent le plus âgé, un homme corpulent aux cheveux blonds coupés courts et au teint rougeâtre. Comme quelqu'un qui patrouillait fréquemment le quartier. Café noir comme la nuit. Ça arrive, dit Mireille, plaçant la tasse fumante devant lui. Toujours vos 2 œufs sur le plat habituel. Pain de mie, peu de beurre ? Antoine sourit, touché qu'elle se souvienne. Vous me connaissez trop bien. Mireille, comment va le petit-fils de votre nièce à l'école d'infirmière ? Alors qu'ils discutaient confortablement du programme d'études de l'école d'infirmière de la petite fille de Mireille, Antoine remarqua une jeune serveuse noire qu'il n'avait jamais vue. Son badge indiquait Chloé, et elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Ses mouvements trahissaient l'énergie nerveuse de quelqu'un de nouveau au travail. Tandis qu'il observait, un client blanc d'âge moyenne au comptoir claqua des doigts pour attirer son attention. Puis la réprimanda bruyamment lorsqu'elle apporta du sirop ordinaire au lieu de la variété sans sucre qu'il avait demandé. « J'ai dit sans sucre, vous êtes sourde ou juste stupide ?» exigea l'homme, sa voix portant à travers le bistrot. Plusieurs clients levèrent brièvement les yeux avant de retourner à leur repas ou leur téléphone. Le théâtre quotidien du racisme ordinaire. Trop courant pour justifier une intervention. Chloé s'excusa abondamment, ses épaules se voûtant légèrement tandis qu'elle se dépêchait de corriger l'erreur. Antoine observa les agents dans le coin, souriant de l'interaction, ne faisant aucun mouvement pour réprimander la grossièreté du client. Sans l'avoir entièrement planifié, Antoine se retrouva debout et marchant vers le comptoir. « Excusez-moi, dit-il, sa voix portant l'autorité tranquille qui avait autrefois commandé des troupes. Je crois que la jeune femme s'est excusée pour la confusion. Peut-être pourrions-nous tous nous souvenir de nos bonnes manières ce matin ?» Le client se retourna, clairement prêt à s'en prendre à quiconque l'avait interrompu. Mais quelque chose dans la dignité d'Antoine et son regard ferme le fit reconsidérer. « N'importe quoi, » marmonna l'homme, se tournant vers son petit déjeuner. Chloé lança à Antoine un regard reconnaissant alors qu'elle revenait avec le bon sirop. « Merci, monsieur, » chuchota-t-elle. Première semaine de travail. Antoine hocha la tête avec bienveillance. « Vous vous débrouillez très bien. » En retournant à sa banquette, Antoine remarqua que les agents le regardaient avec des yeux plissés. Leur conversation s'interrompit brièvement. Il s'assit, but son café et regarda par la fenêtre le quartier qu'il reconnaissait à peine. Sans savoir que son petit acte de gentillesse avait mis en mouvement des événements qui changeraient tout. Les œufs venaient juste d'arriver à la table d'Antoine, la vapeur s'élevant des jaunes parfaitement cuits. Lorsqu'une ombre tomba sur son assiette, l'agent Morel se tenait à côté de la banquette, les pouces accrochés à sa ceinture utilitaire dans une posture qu'Antoine reconnut immédiatement comme de l'intimidation. L'insigne de l'homme captait la lumière fluorescente du bistrot. Le numéro 4276 scintillant sur sa poitrine à côté d'une collection d'épingles de service qu'Antoine soupçonnait de ne pas avoir été gagné par la protection de la communauté. Derrière Morel se tenaient ses partenaires. L'agent Dupont, mince et pâle, aux yeux bleus froids qui balayaient continuellement le bistrot. Et l'agent Leroy, plus jeune que les autres,
son expression soigneusement neutre, comme s'il essayait de disparaître en arrière-plan de ce qui allait se dérouler. Vous appréciez votre petit déjeuner, le vieux ? Demanda Morel. Son ton faussement désinvolte. La question flottait dans l'air entre eux. Lourde d'implications tacites, Antoine posa sa fourchette avec soin, gardant son expression neutre malgré la tension immédiate qui s'enroulait dans son estomac. Des décennies de formation en renseignement lui avaient appris à lire les intentions derrière les mots désinvoltes. À reconnaître le prélude à la confrontation. « Bonjour, agent », répondit Antoine calmement, évitant délibérément l'hameçon. « La nourriture ici est excellente depuis 30 ans. » Morel sourit sans chaleur, se glissant sans y être invité sur le siège en face d'Antoine. Ses partenaires restèrent debout, bloquant efficacement la sortie d'Antoine et s'assurant que les autres clients ne pouvaient pas voir clairement leur interaction. « Ça fait longtemps que vous venez ici. Alors », continua Morel, tendant la main pour prendre un morceau de pain grillé d'Antoine. La violation délibérée de l'espace personnel et de la propriété, aussi minime soit-elle, n'échappa pas à Antoine. C'était une tactique qu'il avait vue d'innombrables fois. Une provocation conçue pour susciter une réaction. « La moitié de ma vie », confirma Antoine. Sa voix stable, bien que son rythme cardiaque ait légèrement augmenté. Depuis que Denise et moi avons emménagé dans le quartier des Tilleuls en 1970. Intéressant, dit Morel, balayant des miettes de ses doigts sur la table d'Antoine. Le fait est que nous avons remarqué beaucoup de nouveaux visages ici dernièrement. Le quartier change. Son insistance précisait exactement quel genre de changement il voulait dire. Certaines personnes n'ont plus leur place. Antoine sentit un poids familier s'installer dans sa poitrine. La même lourdeur qu'il portait depuis l'enfance. Combien de fois cette scène s'était-elle déroulée au cours des 9 décennies de sa vie ? Les visages et les uniformes changeaient. Mais le message restait constant, vous n'avez pas votre place. Il se souvint d'avoir 7 ans, tenant la main de son père alors qu'un commerçant les suivait dans chaque allée. D'avoir 14 ans, arrêté par la police en rentrant de l'école avec des livres sous le bras. D'avoir 23 ans, en uniforme, venant de rentrer du combat, se voyant refuser le service dans un bistrot pas si différent de celui-ci. D'avoir 45 ans, regardant des voisins traverser la rue pour éviter de le croiser sur le trottoir. D'avoir 62 ans, confondu avec un concierge dans le bâtiment où il travaillait comme consultant senior en renseignement. Et maintenant, à 92 ans, toujours confronté aux mêmes préjugés qui avaient assombri chaque pas de son long chemin. Je crois avoir mérité ma place dans cette communauté, dit Antoine tranquillement, rencontrant directement le regard de Morel. Comme de nombreuses familles qui vivent ici depuis des générations. L'agent Dupont renifla. Ouais, eh bien, les choses changent, n'est-ce pas ? La valeur des propriétés augmente. Le quartier devient plus sûr. Une meilleure catégorie de gens s'installe. Il se pencha en avant, abandonnant tout prétexte de conversation désinvolte. Nous avons eu des signalements d'activité suspectes dans cette zone. Quelqu'un correspondant à votre description a été vu rôdant autour des maisons. L'accusation était si transparente qu'Antoine aurait pu rire si la situation n'avait pas été si potentiellement dangereuse. Un homme de 92 ans avec une canne. Soupçonné de repérer des maisons. Mais il avait vécu assez longtemps pour savoir que l'absurdité n'offrait aucune protection contre ceux qui étaient déterminés à abuser de leur pouvoir. Autour du bistrot, les conversations s'étaient tues. Antoine sentait des yeux sur son dos. Mais quand il regarda autour de lui, les clients détournèrent rapidement le regard. Soudain fascinés par leur repas ou leur téléphone. La bulle d'isolement était familière. Elle aussi, la façon dont les passants créaient une distance par rapport aux problèmes potentiels. En particulier quand cela impliquait la police et un homme noir. Mireille s'approcha de la table, cafetière à la main, son expression tendue d'inquiétude. « Tout va bien ici ? Antoine vient à mon bistrot depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. » Agent Morel. Morel tourna son attention vers Mireille, son expression se durcissant. « C'est une affaire de police. Madame, à moins que vous ne vouliez que nous examinions de très près vos inspections sanitaires. Je vous suggère de vous en aller. » La menace planait dans l'air. Grossière mais efficace. Le visage de Mireille rougit. Mais la peur l'emporta sur l'indignation. Elle se retira avec un regard apologétique vers Antoine. « Nous allons avoir besoin de voir une pièce d'identité », continua Morel. Se tournant de nouveau vers Antoine. Procédure standard. Antoine tendit délicatement la main vers son portefeuille. Ses mouvements délibérés et lents. Il avait appris il y a longtemps que des mouvements brusques autour d'agents nerveux pouvaient être fatals. Quel que soit l'âge ou l'innocence. Son arthrite rendit ses doigts maladroits alors qu'il extrayait sa carte d'ancien combattant et la tendait à Morel. Antoine Dubois, lut Morel à voix haute, étudiant la carte d'identité avec une minutie exagérée. Carte militaire, hein ? A l'air assez vieille, pourrait être fausse, pourrait être volée. Antoine sentit son pouce accélérer. Le mélange familier de peur et de rage qui avait accompagné de telles rencontres tout au long de sa vie montant dans sa gorge. Il pensa à Denise, comment elle lui aurait serré la main sous la table pendant de tels moments. Son rappel silencieux de rester calme, de survivre à la rencontre. Cette carte d'identité a été délivrée par le ministère des Armées, déclara Antoine calmement. Vous êtes libre de vérifier son authenticité. L'agent Dupont se pencha par-dessus l'épaule de Morel.
Étudiant la carte d'identité. Il est écrit ici que vous étiez une sorte de spécialiste du renseignement. C'est ça. Le vieux? Qu'est-ce que vous faisiez? Classer des papiers en lieu sûr pendant que de vrais soldats se battaient? Le manque de respect délibéré envers son service envoyait un éclair de chaleur à travers la poitrine d'Antoine. Il avait passé 3 séjours en opérations classifiées, menant des opérations si secrètes que la majeure partie de son dossier restait expurgée. Il avait perdu des amis, sauvé des vies, recueilli des renseignements qui avaient façonné la stratégie militaire française, tout en faisant face à la discrimination au sein des rangs et chez lui. Mais rien de tout cela n'était visible sur sa carte d'identité. Et ses agents ne s'en soucieraient pas si c'était le cas. J'ai servi mon pays honorablement, dit Antoine simplement. La seule réponse qu'il pouvait se permettre de donner. Morel lui rendit la carte d'identité avec un scepticisme évident. Eh bien, monsieur renseignement militaire, nous devons quand même vérifier votre identité. Beaucoup de gens essaient d'utiliser le service militaire comme couverture. Faux semblant et tout ça. Tandis qu'il parlait, le bras de Morel heurta la tasse de café d'Antoine, envoyant le liquide noir se déverser sur la table et directement sur les genoux d'Antoine. Le café chaud traversa immédiatement son pantalon, la douleur soudaine le faisant halter malgré sa détermination à rester stoïque. Oups, dit Morel, sans se donner la peine de déguiser sa satisfaction. Les accidents arrivent. Cette technique d'humiliation délibérée était familière à Antoine grâce à sa formation en renseignement. Une méthode classique pour provoquer une réaction ou établir une domination. L'agent Leroy, qui était resté silencieux jusqu'à présent, eut au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise, tendant à Antoine quelques serviettes en papier sans le regarder dans les yeux. Antoine tapota son pantalon trempé, le tissu collant inconfortablement à ses jambes à mesure que le café refroidissait. La petite indignité rejoignit une collection de moments similaires accumulés au cours de sa vie, stockés dans la partie de son esprit qui conservait un catalogue précis des injustices, grandes et petites, tandis qu'il se nettoyait du mieux qu'il pouvait. Antoine songea à la façon dont Denise aurait géré cette situation. Elle avait toujours été la stratège dans leur relation, calculant quelles batailles mener et lesquelles endurer. Patience, lui aurait-elle chuchoté lors de confrontations similaires. Leur pouvoir est temporaire, notre dignité est permanente. Il pouvait presque entendre sa voix maintenant, stable et claire, le guidant à travers ce moment dangereux, comme elle l'avait fait à travers tant d'autres. Antoine leva les yeux de son pantalon taché de café pour constater que les 3 agents le regardaient attentivement. Morel et Dupont, avec un amusement à peine voilé. Leroy avec ce qui aurait pu être de la honte. Le bistrot était devenu anormalement silencieux. Le cliquetis habituel du petit déjeuner suspendu alors que les clients faisaient semblant de ne pas regarder la scène se dérouler devant eux. Antoine redressa ses épaules, refusant d'être diminué par leur tactique. Il avait affronté pire que ces 3 agents au cours de sa longue vie. Avait fait face à des dangers qu'il ne pouvait imaginer. Il endurerait cela aussi, avec la résilience tranquille qu'il avait portée à travers 9 décennies de défis similaires. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la confrontation allait dégénérer au-delà de tout ce qu'il aurait pu anticiper. Testant non seulement sa patience, mais son identité même d'une manière qu'il n'avait pas rencontrée depuis des décennies. Eh bien, qu'avons-nous ici? L'agent Dupont se pencha soudainement, sa main émergeant de sous la table avec un portefeuille en cuir marron. Antoine regarda l'objet avec confusion. Ce n'était certainement pas son portefeuille, qui restait en sécurité dans sa poche après avoir rendu sa carte d'identité. Le portefeuille avait l'air neuf et cher, complètement inconnu. C'est un drôle de hasard de trouver ça juste là où vous êtes assis, dit Dupont. Sa voix portant à travers le bistrot maintenant silencieux. Nous venons de recevoir un signalement de vol de portefeuille correspondant à cette description. La confusion d'Antoine se transforma rapidement en compréhension alors que le piège devenait clair. Ce n'est pas le mien, déclara-t-il fermement, gardant sa voix calme malgré la colère qui montait dans sa poitrine. Mon portefeuille est juste ici. Il tendit lentement la main vers sa poche. Mais l'agent Morel lui attrapa immédiatement le poignet. Ne bougez pas, ordonna Morel sèchement. Gardez vos mains où nous pouvons les voir. La prise sur le poignet d'Antoine était inutilement serrée, douloureuse contre sa peau fine. Il avait déjà expérimenté cette tactique pendant ses jours de renseignement militaire. Lors de l'interrogatoire d'agents capturés, appliquer une gêne physique juste en deçà d'un abus clair, établir une domination, créer la peur, les techniques n'avaient pas changé en 50 ans. Seul le contexte. Quelqu'un a signalé le vol de son portefeuille il y a environ 20 minutes, continua Morel, relâchant le poignet d'Antoine, mais maintenant sa posture intimidante. En cuir marron, marque de créateur, exactement comme celui que l'agent Dupont a trouvé sous votre table. Dupont fit semblant d'ouvrir le portefeuille. Examinant son contenu, permis de conduire appartenant à un certain Jacques Fournier. Carte de crédit aussi. Mais qu'en sauriez-vous, n'est-ce pas? L'entraînement militaire d'Antoine s'activa automatiquement, son esprit calculant les options et les risques avec une efficacité d'entraînement. Cette situation avait dégénéré du harcèlement à des accusations criminelles potentielles avec une rapidité remarquable. Il savait ce qui se passait. Un coup monté, soigneusement orchestré pour le retirer du quartier en mutation. Pour faire de lui un exemple. La technique n'était pas nouvelle.
Il avait documenté des schémas similaires pendant ses années passées à travailler avec le grand quartier général. Étudiant comment les régimes autoritaires contrôlaient les populations par une intimidation ciblée. Il ne s'attendait jamais à en être la victime dans son propre pays. Dans le bistrot de son propre quartier, l'ironie aurait pu être amusante si le danger n'avait pas été si réel. Alors qu'Antoine réfléchissait à sa réponse, son esprit revint à 1968, au plus profond des jungles africaines. Il dirigeait une équipe de renseignement de 3 hommes lorsqu'ils furent encerclés par les forces ennemies. En infériorité numérique et coupé de tout soutien, Antoine avait gardé son calme, analysant la situation avec la même précision détachée qu'il appliquait maintenant à la confrontation du bistrot. Il avait sauvé son équipe alors, grâce à une réflexion stratégique plutôt qu'à la force. Peut-être que ces mêmes compétences lui seraient utiles maintenant. Un demi-siècle plus tard, autour du bistrot, plusieurs clients avaient commencé à enregistrer l'incident sur leur téléphone. Témoin moderne d'une injustice séculaire. L'agent Morel le remarqua et s'y opposa immédiatement. « Éteignez ces téléphones, c'est une affaire de police », aboya-t-il. Mais la jurisprudence avait depuis longtemps établi le droit du public d'enregistrer la police. Et plusieurs clients continuèrent de filmer malgré son intimidation. Antoine remarqua Chloé, la jeune serveuse, debout près de l'entrée de la cuisine. Son expression révélait qu'elle avait vu quelque chose d'important. Peut-être même la pose du portefeuille. Mais la peur la tenait silencieuse. Ses yeux écarquillés, alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Antoine ne pouvait pas la blâmer. Parler risquerait son emploi et peut-être sa sécurité. Combien de témoins, au cours de l'histoire, étaient restés silencieux pour ces mêmes raisons ? De la cuisine émergea un homme noir d'âge moyen en tablier blanc. Son badge le désignant comme Thierry, le gérant. Son visage enregistra une reconnaissance immédiate lorsqu'il vit Antoine entouré d'agents. « Que se passe-t-il ici » demanda Thierry, s'approchant de la table avec une autorité prudente. « Monsieur Dubois est l'un de nos clients les plus respectés. » L'agent Morel se tourna vers Thierry d'un geste dédaigneux. « C'est une affaire de police. Monsieur, nous avons découvert des biens volés en possession de cet homme. » Thierry regarda sceptiquement entre les agents et Antoine. « Monsieur Dubois est un vétéran décoré qui vient ici depuis des décennies. Il doit y avoir une erreur. » Morel s'approcha de Thierry, baissant la voix, mais pas assez pour empêcher Antoine d'entendre. « Vous voulez vous immiscer dans les affaires de police ? Nous pouvons toujours trouver des violations du code de la santé dans votre cuisine. Il ne faudrait pas grand-chose pour fermer cet endroit pendant quelques semaines. N'est-ce pas ? Combien de salaire votre personnel manquerait-il ? » La menace porta exactement l'effet escompté. Thierry hésita, déchiré entre la défense d'un client apprécié et la protection de son commerce et de ses employés. Antoine vit le moment où le calcul s'acheva dans les yeux de Thierry. Le compromis familier que la survie exigeait souvent. « J'essaie juste de comprendre la situation », dit Thierry, sa voix notablement assourdie. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ? Vous pouvez retourner à votre cuisine et nous laisser faire notre travail, » répondit Dupont sèchement. Thierry se retira avec un regard apologétique vers Antoine. Un autre témoin choisissant l'autopréservation plutôt que l'intervention. Antoine ne pouvait pas le lui reprocher. Il avait vu de tels choix impossibles tout au long de sa longue vie. « J'aimerais passer un coup de téléphone, » dit Antoine calmement, la requête prenant les agents par surprise. Dans la tension du moment, ils avaient sauté plusieurs étapes de procédure, y compris l'informer de ses droits. Morel échangea des regards avec Dupont, puis haussa les épaules avec une indulgence exagérée. « Bien sûr, le vieux, appelez votre famille pour qu'elle vienne vous faire sortir. Non pas que cela aide avec les preuves que nous avons. » La condescendance dans son ton était épaisse. Les mains d'Antoine tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son vieux téléphone à clapet. Mais le tremblement venait d'une colère contrôlée plutôt que de la peur. Il avait passé des décennies dans des situations de haute pression où un seul faux pas pouvait coûter des vies. Ses agents n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Quelles expériences avaient forgé son sang-froid ? Les agents regardèrent avec un amusement à peine voilé alors qu'Antoine ouvrait l'appareil obsolète. « Qu'est-ce que c'est ? Une pièce de musée » ricana Dupont. « On devrait vous chercher une machine à télégraphe à la place ?» Antoine ignora la taquinerie juvénile, ses doigts bougeant pour composer un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Mais qu'il n'avait jamais oublié. Certaines informations étaient trop importantes pour être écrites, trop classifiées pour être stockées ailleurs que dans la mémoire. Les chiffres qu'il pressa le connectèrent à une ligne que peu de civils savaient exister. Un canal direct établi pendant la guerre froide et maintenu au fil des administrations précisément pour ce type d'urgence. Lorsque des agents avec certains niveaux d'habilitation avaient besoin d'une extraction ou d'une assistance immédiate. Pensez-vous qu'Antoine aurait dû appeler le ministère des Armées plus tôt ou son timing était-il parfait ? Commentez le numéro 1 si vous pensez qu'il a attendu trop longtemps pour agir ou le numéro 2 si vous pensez que sa patience a fait preuve d'une brillante stratégie. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà été témoin d'une personne maltraitée par des figures d'autorité et que vous auriez souhaité pouvoir.